Un proverbe africain dit qu'il faut un village pour élever un enfant. J'ajouterais qu'il en faut également un autre pour prendre soin de celles et ceux qui les élèvent. Je suis Sybille, maman, RH et coach professionnel certifié. Ici, on parle de ces chemins de vie qui transforment, qui bousculent et qui relient. Bienvenue dans Mercredi, le podcast qui fait entendre la voix des parents et de celles et ceux qui les accompagnent. Les épisodes paraissent un mercredi, parce que le mercredi, ce n'est pas seulement le jour des enfants, c'est aussi le jour où je prendrai la parole et vous la donnerai. Prenez une grande respiration. On commence. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans Mercredi, nous partons à la rencontre de celles qui accueillent, accompagnent et rassurent nos enfants au quotidien. Les assistantes maternelles. J'ai le plaisir de recevoir Carla, assistante maternelle depuis plusieurs années, passionnée par son métier et par la petite enfance. Ensemble, nous allons parler de son parcours, de la relation de confiance qu'elle construit avec les familles, de son quotidien, mais aussi des démarches à suivre quand on souhaite devenir assistant maternel. Cet épisode, c'est aussi l'occasion de comprendre les dessous d'un métier essentiel, un métier du lien, de la patience et de la bienveillance, qui demande à la fois de la rigueur, de l'écoute et beaucoup d'amour. Que vous soyez parent en recherche d'un mode de garde, professionnel de la petite enfance ou simplement curieux de mieux comprendre le quotidien de celles et ceux qui prennent soin de nos enfants, cet épisode est pour vous. Bonne écoute. Bonjour Carla. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors Carla, pour commencer, est-ce que tu peux peut-être te présenter, nous raconter un peu ton parcours et ce qui t'a amené aujourd'hui à devenir assistante maternelle? Alors, oui, avec plaisir. Je m'appelle Carla, j'ai 34 ans, je vais sur mes 35 ans. Je suis maman de 2 enfants, une grande demoiselle de 9 ans et un petit garçon de 4 ans. Au départ, j'ai une formation qui n'a strictement rien à voir avec l'univers de la petite enfance, ni de près ni de loin. J'étais esthéticienne avant, donc vraiment sans rapport. Et pourquoi la petite enfance ? C'est un milieu qui m'a toujours attirée. Quand j'ai eu ma fille, j'ai voulu me reconvertir. Et au départ, j'étais partie pour travailler en crèche. Mais en fait, j'ai fait l'inscription de ma fille en crèche. On a fait l'adaptation. À savoir que c'était quand même une grosse crèche municipale, c'était une grosse structure. Mais donc quand j'ai fait l'adaptation, en fait, je me suis dit mais je peux pas mettre ma fille dans cet endroit, c'est pas possible en fait. C'était de l'usine. Enfin, plein de bébés partout, pas assez de personnel. Alors le personnel faisait ce qu'il pouvait, hein, en fait. Elle faisait ce qu'elle pouvait à leur niveau parce que avec leur capacité physique et émotionnelle qu'elles pouvaient avoir pour un aussi gros nombre d'enfants. Mais quand je me suis dit, en fait, je peux pas laisser ma fille et moi, je peux pas travailler dans ce genre d'environnement. En fait, c'est pas possible. Je peux pas avoir un accompagnement bienveillant pour des enfants dans ce genre de structure. Alors, bien sûr, il n'y a pas que des structures comme ça, on est bien d'accord. Hein, il y a des endroits où il y a des plus petites structures qui ont une approche vraiment hyper bienveillante, où il y a le personnel nécessaire, mais c'est pas la majorité, il y en a pas dans tous les secteurs et ils recrutent pas forcément. Donc moi je me voyais pas du coup me lancer dans une formation pour travailler en structure et finalement me retrouver dans une structure qui n'était pas du tout adaptée à mes principes et à ma vision de l'enfance et de l'accompagnement d'un tout petit. Donc, j'ai tout arrêté, j'ai arrêté l'adaptation, j'ai repris ma fille et j'ai dit non, je m'en vais de là, désolée. Et j'ai trouvé une assistante maternelle. Et en fait, quand on a fait l'adaptation, je me suis dit, mais c'est ça que je veux en fait. C'est travailler avec des tout petits dans un environnement familial et en fait avec mes principes et ma bienveillance en fait. Je me suis renseignée auprès de 7 personnes d'ailleurs. Dans un premier temps, on a échangé parce que c'était un petit contrat. Je l'avais prise pour me décharger du temps pour pouvoir justement me réorienter et
et elle, c'est elle qui m'a le plus accompagnée au départ pour m'aider à trouver la formation. Enfin, comment me diriger. Et donc après, j'ai fait les démarches nécessaires. Et je me suis orientée vers ça. J'ai contacté la PMI pour faire ce qu'on appelle une réunion d'information. Et donc j'ai fait cette réunion d'information où on nous explique les démarches à suivre, et puis après ça s'est enchaîné et j'ai pu commencer à travailler. J'ai eu mon agrément en 2017, mais j'ai commencé à travailler en 2018 parce qu'on était sur une autre région et on a dû déménager pour le travail de mon mari. Et donc, j'ai pas pu commencer à travailler tout de suite parce que je pouvais pas m'engager auprès de famille si j'étais amenée à déménager entre-temps. Donc, j'ai travaillé qu'1 an après l'obtention de mon agrément et le début de ma première partie de formation. Voilà. Ok, donc 6 ans aujourd'hui du coup que tu es assistante maternelle. C'est ça. Et donc voilà, c'est un métier finalement qui te correspond, comme tu le dis, au niveau de tes valeurs, au niveau de toi, la manière dont tu avais envie qu'on accompagne tes propres enfants, et où tu t'es dit, voilà, comme c'est quelque chose qui m'intéresse depuis toujours finalement, bah voilà, comment moi je peux contribuer à ça, à mon niveau. Et c'était effectivement soit au niveau des crèches, soit au niveau effectivement de ce métier d'assistante maternelle que tu connaissais pas tant que ça finalement avant de toi-même mettre ta fille effectivement chez une assistante maternelle. Hein. C'est ça, pas du tout. C'était un univers qui m'était totalement inconnu. Moi, c'était quand on était enceinte, fallait vite trouver une place en crèche. C'était voilà, j'avais cette image qu'on a un peu, qu'on voit dans les films. On est enceinte, on cherche la place en crèche, vite, vite, vite. Les places coûtent cher, faut être pistonné. Enfin, vraiment, il y avait un d'image un peu, en fait, complètement fausse en fait. Il y a plein de modes d'accueil qui sont différents, il y a plein de types de crèches différentes, il y a plein de... chez les assistantes maternelles, ça se passe d'une autre manière. Il y a d'autres structures aussi, il y a les maisons d'assistantes maternelles aussi qui existent. Et en fait, voilà, c'est un peu un univers que j'ai découvert au fur et à mesure de ma formation, en fait. Après... Et concrètement, du coup, là, quel est le rôle d'une assistante maternelle au quotidien? Et justement, tu évoques les crèches, tu évoques aussi les autres solutions comme les MAM. Voilà, qu'est-ce qui différencie peut-être l'un de l'autre? Alors, les crèches, on en a parlé, mais peut-être du coup par rapport à une MAM, parce qu'il y a peut-être des personnes qui nous écoutent et qui connaissent pas non plus ce type de fonctionnement. Donc voilà, ton rôle à toi, en tout cas le rôle général, on va dire, d'une assistante maternelle au quotidien, peut-être par rapport à celui d'une MAM. Alors, le rôle va être quand même assez similaire. Ça va être d'accompagner les enfants. Alors, on ne fait pas que du gardiennage. Il faut quand même être clair. Quand on met son enfant chez une assistante maternelle, il y a un accueil qui est pratiquement individuel en fait, parce qu'on peut accompagner vraiment les familles et les enfants. On a un petit groupe. On va avoir maximum 4 enfants en simultané. Alors, il y a des dérogations après qui existent pour avoir 5 enfants, mais c'est assez rare parce que c'est des situations particulières. Mais donc voilà, il y a vraiment un petit effectif. On peut avoir des âges échelonnés et avoir vraiment un côté accueil individuel et se permettre de pouvoir être attentif à chaque moment précis du développement de l'enfant. Accueil vraiment pratiquement exclusif où on peut vraiment s'adapter aux besoins de l'enfant, à son développement, à son rythme. Même s'il y a on va dire une dynamique de groupe parce que il y a quand même plusieurs enfants, donc effectivement on est obligé de compenser sur certaines situations pour pouvoir s'adapter à tous les enfants, mais il y a quand même ce côté où c'est plus intimiste, il n'y a pas plusieurs acteurs, il va vraiment avoir un lien particulier avec les enfants où on fait quand même partie des figures d'attachement de l'enfant et où il va y avoir ce côté, ce lien exclusif avec l'enfant qu'on va développer au fur et à mesure de l'accueil.
Non, mais finalement, c'est vraiment se dire, oui, c'est la première étape en fait pour les enfants dans la séparation avec les parents et vers effectivement l'étape suivante qui sera l'école ensuite, mais en gardant un certain cocon et une proximité parce que voilà, comme tu dis, ils sont quatre au maximum hors dérogation, donc il y a quand même cette notion de collectivité parce qu'ils sont plusieurs, mais avec voilà le respect peut-être un peu plus parfois du rythme ou autre en fonction de l'environnement, puisque voilà, c'est bah, toi en tout cas tu accueilles les enfants chez toi. Alors la différence avec une MAM, est-ce qu'une MAM du coup c'est une maison où vous êtes plusieurs assistantes maternelles peut-être à aller dans ces cas-là? Oui, alors une MAM, c'est donc un lieu en fait qui n'est pas le domicile, enfin qui n'est le domicile d'aucune des assistantes maternelles. C'est un lieu à part, ça peut être une maison, un appartement, et en fait c'est quatre assistantes maternelles qui se regroupent maximum pour accueillir dans ce lieu. En fait, c'est une mini collectivité parce qu'il peut y avoir jusqu'à 12 enfants et en fonction de la taille, ça regroupe plus ou moins d'assistantes maternelles. Et donc, ça va être. Par contre, voilà, c'est le même principe. C'est un contrat avec l'assistante maternelle. C'est pas un contrat avec la collectivité, c'est pas avec la maison d'assistante maternelle. C'est on a notre assistante maternelle référente. La différence avec, par exemple, un couple d'assistants maternels qui travaillerait à domicile, ça va être la délégation d'accueil, où les assistantes maternelles sur place peuvent prendre en charge l'enfant accueilli. Par exemple, si elles étaient amenées à faire du périscolaire, il y en a une qui peut aller chercher les enfants au périscolaire et les autres restent sur place avec les autres enfants. Donc, voilà, c'est ce côté délégation d'accueil qui est intéressant aussi hein, pour les familles. Ça reste du coup, on va dire, moins individualisé que une assistante maternelle qui va vraiment du coup être seule à pouvoir s'organiser sur ses contrats. Et il y a quand même, il y a plus d'horaires, il y a des horaires, on va dire, elles ont des horaires d'ouverture en général et de fermeture, des semaines programmées, même si l'assistante maternelle aussi peut avoir ses besoins en termes d'amplitude horaire. Mais voilà, il y a, c'est moins adaptable que de l'accueil individuel, voilà. Mais c'est encore différent qu'avec la structure, avec une structure privée ou municipale, où là c'est un contrat avec la structure. Voilà. Donc je crois que c'est tout. Non, mais on remarque bien voilà, les nuances effectivement entre les différents accueils et surtout voilà, en fonction des besoins des parents parce que finalement c'est ça, c'est chaque parent connaît un peu son enfant parce que quand il est tout petit, on apprend à le connaître aussi. Mais fonction aussi, voilà, comme tu le disais, de ses propres valeurs, qu'est-ce qu'on va attendre d'une structure? Quelqu'un va se reconnaître dans une MAM, quelqu'un va se reconnaître dans une assistante maternelle, quelqu'un va se reconnaître dans une crèche. Et effectivement, dans les crèches, il va y avoir aussi les crèches, les micro-crèches. Effectivement, on va avoir moins d'enfants peut-être que les crèches municipales où là, il va y avoir plus d'enfants. Après aussi, bah voilà, parfois on fait aussi comme on peut en fonction des disponibilités parce que on peut avoir un idéal et pour autant se dire bon bah vu que cet idéal n'est pas atteignable, voilà vers quel autre type de garde je me tourne. Mais c'est aussi tout l'objet de l'échange d'aujourd'hui, de pouvoir aussi montrer aux parents ce qui peut exister peut-être comme autre alternative que les crèches parce que comme tu le disais toi au départ, ta vision c'était bah voilà limite avant même d'être enceinte il faut qu'on trouve une place en crèche alors qu'il n'y a pas effectivement que la crèche c'est très bien pour certains parents pour certains enfants, mais ça peut être aussi voilà d'autres modes de garde qui peuvent être appréciés par des parents, comme effectivement cette proximité là que tu décris et ce sur-mesure effectivement qu'on peut retrouver un peu plus peut-être chez une assistante maternelle que dans d'autres modes de garde. Tout à fait. Et toi, le matin, du coup, qu'est-ce qui te fait voilà, te lever avec plaisir en te disant voilà je vais commencer ma journée qu'est-ce qui est appréciable pour toi voilà chaque jour? Déjà, franchement, c'est me sentir utile à quelque chose parce que j'ai vraiment le sentiment d'apporter quelque chose aux familles. C'est une tranquillité d'esprit de me dire qu'ils ont totalement confiance en moi et qu'ils me confient leurs enfants et qu'ils peuvent partir en fait soit par choix, soit par obligation, on va dire, de devoir reprendre leur activité professionnelle et du coup d'être tranquille et de pouvoir le faire sereinement, d'avoir ce poids en moins de se dire j'ai repris le travail, qu'est-ce qui se passe, c'est d'avoir un lien en fait avec la famille et de pouvoir en fait
avoir une continuité éducative, en fait, avoir un travail de coéducation auprès des enfants et de voilà. Donc déjà voilà vraiment ce côté de me sentir utile et après le bonheur en fait d'être avec des enfants et de les voir évoluer. Moi j'ai un plaisir absolu à les regarder évoluer côte à côte, à acquérir de nouvelles notions, d'avoir de nouveaux moments dans leur développement. C'est vraiment alors oui, j'interviens physiquement, je suis avec eux, tout ça, mais de les observer, de les voir évoluer et de voir de me remémorer des moments qui sont passés et de voir où ils en sont aujourd'hui, ça c'est un bonheur absolu de les voir vraiment agir. S'épanouir, hein. S'épanouir, de voir aussi les moments où, en fait, au début, les adaptations, des fois, c'est pas forcément évident, et de voir après le lien qui s'est créé avec moi, c'est vraiment une satisfaction qui est hyper appréciable. Et j'adore ces moments d'échange avec eux. Des fois, on me dit, enfin, tu parles pas à des adultes, qu'est-ce que ça fait? Des fois, les conversations avec les adultes, elles m'intéressent moi, en fait, finalement, que de les regarder, de s'amuser, de les accompagner, même des fois dans les moments qui sont pas forcément évidents, de voir qu'ils arrivent à trouver de l'apaisement près de moi, c'est juste génial. Et j'ai vraiment l'impression d'être utile dans ma première partie de vie, on va dire professionnelle. Bon, j'avais pas ce sentiment, voilà. C'était, je faisais quelque chose parce que je savais pas trop quoi faire de ma vie et puis je me sentais pas utile. Là, j'ai vraiment l'impression d'être utile aux familles et puis aux enfants et finalement un peu à notre avenir parce que de pouvoir accompagner les enfants de manière bienveillante et de leur apporter une sécurité émotionnelle et physique, je me dis mais c'est génial pour les adultes de plus tard, enfin les adultes en devenir qu'ils sont et voilà, c'est ça qui me motive de pouvoir les accompagner et d'être présente pour eux. On sent que c'est quelque chose effectivement où tu te sens pleinement aligné parce que tu contribues à quelque chose de plus grand encore que toi-même, comme tu dis, t'aides à poser un cadre sécurisant émotionnellement, en tout cas aussi effectivement pour les adultes de demain. Donc je trouve le message fort dans ce que tu dis là. Et comme on le disait, t'es aussi effectivement une figure d'attachement pour ces personnes, puisque il y a les parents, mais ils passent beaucoup de temps avec toi aussi. Donc tu contribues pleinement en fait à l'équilibre. Donc ça t'apporte toi parce que tu adores les voir grandir, évoluer, progresser. Tu apportes aux parents parce que finalement, eux, il y a cette relation de confiance et ils peuvent partir sereinement travailler en se disant, voilà, mon enfant est entre de bonnes mains. Et voilà, il y a cette relation, on pourra revenir sur la relation avec les parents un peu après, justement. Et oui, donc du coup, voilà, c'est vraiment un trio. Tu t'apportes à toi, tu apportes aux enfants, tu apportes aux parents, et plus généralement, tu apportes à la société, du coup, à travers ce cadre sécurisant que tu offres aux enfants pour devenir des adultes équilibrés par la suite. J'imagine, par contre, qu'il y a aussi des difficultés dans ce métier. Est-ce que tu peux peut-être nous en parler ? Alors, moi, personnellement, alors j'avoue que je les vois pas comme des difficultés en fait en termes au niveau professionnel. Alors la plus grande difficulté, c'est vraiment la responsabilité, on va dire, qu'on a. Enfin, on garde ce que des parents ont de plus précieux au monde. Vraiment, on a une responsabilité monstre. Et ça, ce côté, en jeu, il est énorme. Et ça, c'est ce qui va dire, m'impacte le plus dans mon quotidien. Voilà, en termes de gestion de difficultés. Mais tout le reste, en fait, je le vois pas comme des difficultés. Je le vois comme des étapes qui sont là et qui passent, en fait, parce que rien n'est figé et dans ce travail, en fait, tout évolue. Il y a peu de situations qui restent inextricables. Donc oui, les pleurs, la fatigue, les rythmes différents des enfants peuvent être difficiles. Et des fois, à la fin de la journée, on est rincé. Mais c'est pas
tous les jours comme ça. Il y a des journées où en fait tout va rouler et tout le monde est de super humeur et c'est génial. Mais oui, il y a un peu cette inconstance en fait au niveau du rythme quotidien. Et finalement aussi, ce qui va être dur, c'est l'incertitude professionnelle, parce que une année on a on a tous nos contrats, toutes nos places d'agrément sont complètes et tout va bien. L'année suivante, on peut se retrouver avec aucun contrat. Donc il y a une certaine incertitude au niveau du travail. Mais voilà. Et après, moi, ce qui a été le plus dur pour moi, ça a été de travailler avec mon fils. Ça a été le plus difficile parce que, alors il était super mignon, mais j'avais des petits du même âge, enfin, ils avaient quelques mois d'écart. Et en fait, il était chez lui avec sa maman et en fait, c'était pas le lien de jalousie ni quoi que ce soit. C'est juste que pour lui, il était le roi de la savane et il faisait mais n'importe quoi. Quand il y avait les enfants qui étaient là en accueil en même temps que lui, il ne m'écoutait plus du tout. Mais vraiment plus du tout. Je pouvais dire ce que je voulais. Rien n'était respecté. Aucune consigne, rien du tout. Et du coup, il entraînait un peu le groupe dans cette mouvance. Et c'était dur. C'était physiquement difficile parce que du coup les temps de sieste c'était beaucoup plus compliqué à mettre en place parce que lui c'était la galère. Les autres accueillis comme lui il faisait du bruit, il voulait pas faire la sieste, eux non plus ils avaient pas envie. Il y avait une sorte de mood un peu bizarre et je me dis mais en fait j'aurais dû prendre une collègue pour le faire garder parce que quand il est gardé par quelqu'un d'autre c'est l'enfant parfait vraiment. Je me dis j'aurais peut-être dû fonctionner comme ça. Donc l'entrée à l'école a vraiment été salvatrice. Mais voilà, ça a été mon plus gros challenge, ça a été de travailler avec mon fils. Voilà. Mais sinon, ouais, après, moi personnellement, j'ai pas eu de très grosses difficultés ni de gros problèmes avec des parents employeurs ou quoi que ce soit. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, donc c'est pas pour édulcorer le métier, mais c'est mon point de vue sur la profession. Moi, j'y vois pas de gros inconvénients ni de grosses difficultés. Et est-ce que tu te sens peut-être, toi, justement, suffisamment reconnue dans ce métier ? Alors, un peu plus qu'au début, surtout quand j'ai dit que je voulais devenir assistante maternelle, quand à certaines personnes j'expliquais, mais enfin, tu veux rester à la maison, quoi. T'as envie de rester chez toi. Non, en fait, c'était pas spécialement le but du truc, c'était de pouvoir accueillir chez moi des enfants. Donc oui, dans mon domicile, dans l'environnement où je me sens en fait en sécurité et où je peux, du coup, apporter de la sécurité aux enfants. Il y a quand même toujours cette image un petit peu de l'assistante maternelle qui fait ça parce qu'elle sait pas trop quoi faire, parce que elle veut rester chez elle. Donc il y a toujours un peu une image comme ça de ce métier-là et du coup oui c'est un peu ce qui m'embête et c'est vrai que quand j'en parle aux gens aujourd'hui, moi quand j'en parle, j'ai moins ce sentiment, mais je le vois quand même de manière générale, où il y a toujours un peu cette image de la nounou qui est chez elle et qui est tranquille et qui fait du gardiennage. Alors que bon, c'est pas du tout ça. Si on veut un métier tranquille, on fait pas assistante maternelle. Non. On est d'accord. Et justement, je fais la transition parce que je sais que tu as publié un post Instagram il y a quelques jours à ce sujet sur un peu ton quotidien, effectivement. Alors, c'est déjà ce que tu fais régulièrement, mais ce post expliquait le pourquoi, effectivement, faire assistante maternelle et peut-être pourquoi pas. Oui, voilà. Et voilà, tu mets en avant, le fait que si on croit qu'on reste assistant maternelle, enfin, on le fait assistante maternelle pour rester chez soi, et attendre que le temps passe, on se trompe complètement parce qu'effectivement, il y a tout un tas de responsabilités dont tu viens de parler. Et justement, tu as fait ce choix de partager ton quotidien sur Instagram. Tu le fais avec beaucoup de pédagogie, avec beaucoup d'authenticité. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a interpellée et ce qui m'a fait te contacter pour te proposer d'échanger dans le cadre de ce podcast. Qu'est-ce qui t'a justement donné envie de montrer un peu les coulisses de ce métier ? Est-ce que ça fait sens avec ma question précédente ? Tout à fait. Alors,
Alors, dans un premier temps, c'était un peu. J'ai commencé en janvier. Enfin, j'ai créé ce compte en janvier et c'était un peu pour montrer un peu mon quotidien, donner des petites astuces, rigoler avec des collègues. C'est vrai qu'il y avait. C'était vraiment très léger au début. C'était beaucoup de second degré ou de partage d'activités. Et avec certains posts que j'ai faits qui avaient déclenché en fait un peu plus de réactions, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses des sujets qui étaient à aborder et que je pouvais les aborder sur les réseaux sociaux pour leur donner un peu de visibilité parce que ce compte finalement il est un peu parti faire sa vie sans moi parce que j'étais pas prête. Alors bon, j'ai pas des milliers et des milliers d'abonnés, mais bon voilà, je commence à avoir une petite communauté qui se développe bien et en fait ça me permet d'apporter en fait une vision un peu différente, je pense, du métier. Et j'ai reçu énormément de messages en privé de famille et de futurs assistants maternels. Donc des questions sur le métier, des familles qui avaient peut-être des problématiques et qui ne savaient pas vers qui se tourner pour les aborder, ou qui n'avaient pas en fait dans leur secteur les personnes qui étaient habilitées à leur répondre. Et c'est vrai que ça a permis à certaines personnes de pouvoir avoir des réponses. Moi, ça me permet un peu on va dire, de transmettre. De délester aussi certaines situations qui existent. Et même si j'ai la chance d'être quand même assez bien entourée, j'ai un groupe de collègues que je fréquente pratiquement quotidiennement et avec qui on est aligné sur les valeurs. Donc ça c'est super, mais mais bon voilà, elles sont pas avec moi quotidiennement et je peux pas, on se voit à l'extérieur, mais elles sont pas, voilà, on n'est pas une équipe. C'est un peu voilà ce qui est un peu difficile. Je reviens juste là-dessus. Oui, ce qui est un peu difficile, c'est de pas pouvoir avoir ni de lien hiérarchique, ni d'échange en fait avec des collègues. Ça c'est un peu le côté quand on a une problématique. On est un peu seul face à la situation et c'est un peu difficile. Voilà, donc c'était juste pour remonter sur l'autre question. Et donc après, voilà, ce compte Instagram, ça me permet voilà, de pouvoir échanger et de transmettre certaines choses. Là, il a pris une tournure un peu plus travaillée. J'essaye d'avoir des posts un peu plus sur des sujets spécifiques et qui touchent certaines personnes, parce que vraiment, en privé, j'ai reçu énormément de messages de personnes soit qui me posent des questions, soit qui me disent que ça leur a permis d'éclaircir certaines situations. J'avais fait un réel sur les heures. Sur les heures d'arrivée, les heures de départ. J'ai des familles qui m'ont envoyé des messages et qui m'ont remercié parce que elles ne savaient pas qu'il y avait des heures à respecter. Et donc voilà, il y a ce côté où en fait ça me permet d'apporter un petit regard différent sur la profession, et ça je trouve ça chouette de pouvoir échanger là-dessus avec d'autres personnes. Mais en tout cas, et ça marche, parce que c'est vrai que pour moi-même suivre ton compte, il y a des interactions, c'est riche effectivement, le contenu que tu proposes est intéressant et peut effectivement permettre à des personnes de comprendre mieux le fonctionnement ou de confirmer leur vision, peut-être dans certains cas. Et ça démystifie quand même vraiment ce métier. Et voilà, encore une fois, c'est aussi ce qui m'a donné envie, moi, de te contacter pour, tu vois, encore aller plus loin du coup et me dire, ben voilà, potentiellement, les personnes qui te suivent pourront aussi écouter ce podcast et tout ce que tu mets par voilà bref d'informations sur sur ton compte pourront peut-être être concentrés, on va dire, un peu plus dans cet épisode et leur donner voilà des réponses plus globales sur différents points. Et justement, effectivement, tu partages aussi sur ton compte, pardon, voilà, comment est-ce qu'on devient assistante maternelle, puisqu'effectivement, c'est un métier qui, en plus, avec le temps, a eu d'autant plus, est d'autant plus cadré, on va dire, effectivement, dans l'accès, en tout cas. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer quelles sont les étapes pour devenir assistante maternelle, s'il faut un diplôme particulier, etc. Alors, on peut le devenir si on a un diplôme dans le secteur de la petite enfance. Alors, j'ai pas
tous les diplômes. Je sais qu'il y a le CAP AEPE, l'ancien CAP petite enfance, où on est dispensé de certains blocs de formation, et du coup, je crois qu'on peut commencer à travailler tout de suite après l'obtention de l'agrément, sans faire le premier bloc de formation. Donc voilà, il y a certains diplômes qui vont permettre de l'obtention, enfin pas l'obtention de l'agrément, qui vont permettre d'exercer tout de suite après l'obtention de l'agrément. Sinon, on va dire que si on part de zéro, en fait, comme moi, sans aucune formation dans le secteur de la petite enfance, on va donc devoir faire, ça c'est pour tout le monde, la réunion d'information donc auprès de la PMI. Il faut contacter la PMI, s'inscrire la PMI de notre secteur, précise, les contacter, s'inscrire à une réunion d'information qui va être en fait dispensée par alors en général c'est une infirmière puéricultrice qui fait cette réunion, qui va expliquer donc toutes les démarches à faire. Donc la formation, elle explique la formation, comment elle se déroule. Elle donne des informations sur le métier aussi quand même pour voir si c'est quelque chose qui nous plaît. On peut échanger avec les personnes qui sont sur place. À l'issue de cette réunion, on va recevoir un document. C'est la demande d'agrément. C'est un CERFA qu'on remplit. Alors avant, je crois qu'il n'y avait pas de délai pour l'envoyer, et d'après ce que j'ai compris maintenant, ou alors peut-être que c'est certaines PMI qui le demandent, je crois qu'elles demandent un délai, enfin elles imposent un délai de 2 mois pour l'envoyer après la réunion. Mais là, j'ai un petit doute là-dessus. Donc à vérifier, ça je suis pas sûre. Et donc on remplit ce CERFA. Il y a des questions, il y a plein de questions à l'intérieur, donc des questions personnelles, des questions sur ce qu'on veut, ce qu'on attend du métier, le nombre d'enfants qu'on souhaite garder pour notre agrément. Enfin voilà, il y a énormément de questions. C'est quand même un gros document à renvoyer. Et je crois qu'il y a un certificat médical aussi à intégrer dedans, un certificat de vaccination. Et donc voilà. Donc on renvoie à la PMI. La PMI a un délai de 3 mois pour répondre à cette demande et organiser un entretien. Alors selon les départements, ça se déroule pas forcément de la même manière. Dans certains départements, tout se déroule sur un seul entretien au domicile du futur assistant maternel. Et dans certains endroits, c'est une moitié donc au domicile, donc c'est la visite du domicile, un petit peu voir les points de sécurité, un échange, et après il y a une autre partie entretien dans les locaux de la PMI. Donc moi je l'ai fait quand j'ai fait ma demande, tout s'est déroulé dans mon domicile. C'était quand même un rendez-vous de presque 3 heures. Donc où en fait on va visiter le domicile avec moi c'était une infirmière puéricultrice. On visite le domicile, on voit tous les points de sécurité, donc ça se travaille un peu un entretien avec la PMI. C'est quand même toujours plus agréable pour la personne qui va venir nous délivrer l'agrément, de voir qu'on a pensé le métier et pas juste j'ai vu de la lumière et puis et puis je suis passée par là. Donc de voir les points de sécurité qu'il va y avoir sur notre domicile, d'analyser comment est-ce qu'on peut les sécuriser en fait, tout simplement. Donc il n'y a pas une demande de ce que tout soit fait avant la visite de la PMI, parce que il y a des fois c'est pas possible, et puis si finalement on n'obtient pas l'agrément, faire des travaux qui n'étaient pas forcément nécessaires, c'est un peu embêtant. Mais donc en fait voilà, il faut vraiment penser notre domicile en fonction de l'accueil et plus en fonction de notre famille. Si on avait les produits ménagers sous l'évier avec sans sécuriser, là c'est pas possible. Donc oui, notre enfant on peut surveiller et voir ce qu'il fait, mais par contre quand on accueille de manière professionnelle, non, on prend aucun risque, et oui, on fait ce qu'on nous dit tout simplement. On se dit pas moi ça va, ça s'est bien passé pour mes enfants, je vois pas pourquoi ça se passerait mal pour les autres. Non, en fait non, on pense vraiment sécurité. Et alors pas structure, parce que c'est un accueil familial, mais faut bloquer les tiroirs avec les couteaux, alors ça c'est rigolo parce que on n'y pense pas forcément, mais les alcools.
des alcools, où sont situés les alcools, donc oui, il faut les mettre en hauteur, faut que tout soit rendu inaccessible. Donc en fait, on va avoir tous ces points de sécurité avec la personne sur place, et après il va y avoir une partie donc sécurité et aussi organisation. Comment on s'organise déjà en fonction du domicile, les transports en voiture, comment est-ce qu'on s'organise pour emmener les enfants à la voiture, les temps de repas, comment est-ce qu'on va s'organiser en fonction des différents âges sur les temps de repas. Sur les couchages aussi, ça c'est quelque chose qu'il faut envisager. Alors moi, quand j'ai fait ma demande à l'époque, c'était sur l'ancien référentiel et il y avait des restrictions d'âge quand on faisait une demande. Alors aujourd'hui, il n'y a plus de restrictions d'âge, c'est un agrément pour les 0-18 ans en fait sur le papier. Oui, avant c'était les moins de 15 mois, plus de 15 mois, Ouais, alors ça dépendait en plus des PMI. Elles délivraient pas toutes de la même manière. Moi, j'ai fait ma demande d'agrément dans la Loire. Et quand j'ai déménagé après dans le Var, j'ai eu une modification d'agrément, pas du nombre d'enfants, mais en fait des restrictions. Donc, je sais plus ce que j'avais comme restriction exactement. J'avais un agrément, donc une place pour un enfant sans restriction, une place pour un plus de 24 mois et une place pour un plus de 20 mois. Et quand je suis arrivée dans le Var, la PMI du Var n'avait pas de restriction pour les plus de 20 mois, c'était les plus de 18 mois. Donc elle m'a juste modifié ce point-là. Nos enfants rentraient, nous prenaient une place dans notre agrément à l'époque aussi. Donc j'avais un agrément pour 3 enfants, mais j'avais que 2 places possibles. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi de différent ? Je crois que c'est à peu près tout. Je sais que maintenant, en fait, quand on fait une demande, on peut faire une demande directement pour 4 enfants, pour 4 places. À l'époque aussi, c'était pas trop. Enfin, quand c'était une première demande d'agrément, c'était très rare qu'elle délivre 4 agréments, sauf si on venait du secteur de la petite enfance. Voilà, et qu'on n'avait pas nos propres enfants à charge aussi, parce que ça aussi, ça rentrait quand même beaucoup en ligne de compte, en ligne de mire. Donc voilà, et après, une fois qu'on a en fait obtenu la validation de l'agrément, donc une fois que l'entretien est passé, la PMI a encore un délai de 3 mois, si je dis pas de bêtises, pour répondre positivement ou négativement à la demande d'agrément. Donc on va dire que dans l'idée que c'est positif, là ça va enclencher en fait le démarrage de la formation. Et donc là ça dépend du secteur où on est. Ça peut être plus ou moins long. J'avais échangé avec une fille sur les réseaux. Elle a eu plus d'1 an qui s'est écoulé entre sa demande d'agrément et le démarrage de sa formation. Dans le Var, c'est un peu plus court. Je crois que j'ai une amie qui l'a fait il y a peu de temps. Je crois que la procédure a duré moins de 6 mois en tout. Donc, c'était quand même un peu plus rapide. Parce que dans l'intervalle, du coup, tant que vous n'êtes pas formé, vous ne pouvez pas accueillir, du coup. Ah bah non. D'accord. Tant qu'on n'est pas formé, s'il y a besoin d'une formation, non, on ne peut pas accueillir. Ouais. Il faut avoir cette première partie de formation. Donc, ensuite, il y a la formation. Donc, une formation qui va durer 120 heures au total, mais il y a une première partie de formation qui est maintenant donc de 80 heures avant de pouvoir accueillir, avec à la fin de la première partie de formation une petite, je crois qu'il y a quand même un petit test à la fin pour valider la formation. Et pareil, selon les secteurs, ça je l'ai appris, je croyais que c'était obligatoire partout parce que ça se fait comme ça chez nous, mais donc dans le Var, l'organisme de formation impose un stage de 7 jours en structure ou en MAM, enfin voilà. Donc ils imposent un stage dans le domaine de la petite enfance. La PMI préfère que ça se passe en structure plutôt que chez une assistante maternelle, dans un accueil vraiment individuel. Apparemment, dans certains autres départements, c'est pas obligatoire. Voilà. Donc, à l'issue de cette première partie de formation, on peut commencer à travailler. Et à savoir qu'après, il y a encore une autre partie de formation de 40 heures
qui va être à effectuer dans les 2 ans après le démarrage de l'activité. Et là, c'est un peu en fonction du département où on est. Ça dépend du nombre de sessions de formation qui vont être ouvertes. Mais en tout cas, c'est voilà, cette deuxième partie, quand on fait les entretiens avec les familles, il faut vraiment le préciser qu'elle va être à faire parce qu'elle est obligatoire et elle est rémunérée. Donc, le parent employeur doit payer les jours d'absence de l'assistante maternelle pour cette partie de formation. S'il a besoin d'employer un autre mode de garde à ce moment-là, il sera remboursé de ce mode de garde. Et il aura quand même l'aide, donc le complément de mode de garde sur le salaire de son assistante maternelle, mais il sera remboursé à 100% de son autre mode de garde. Donc ça impacte peu vraiment financièrement. C'est plus, il faut savoir et il faut s'organiser. Moi, quand je l'ai fait, j'étais un peu embêtée en plus parce que ça a été, ils m'ont prévenu 2 semaines avant. Donc, en plus, moi, c'était en plein Covid, donc ils ont mis plus de. J'ai eu donc l'obtention de mon agrément en 2017. J'ai fait ma première partie de formation en 2017 et j'ai été convoquée pour ma deuxième partie de formation que fin 2020. Donc ça a été un peu plus long parce que justement il y avait ce Covid et en plus moi j'ai été sur le nouveau référentiel. J'ai passé ma formation sur l'ancien référentiel et j'ai la première partie et j'ai dû du coup réajuster certaines heures pour pouvoir après switcher sur le nouveau référentiel. Voilà. Et donc après, une fois qu'on a cette deuxième partie de formation, on a notre agrément. Donc c'est pas définitif, il y a un renouvellement d'agrément qui va se faire. Le premier renouvellement, il peut se faire sur 10 ans et après c'est tous les 5 ans. Voilà. Ok. Et est-ce que du coup les infirmières puéricultrices, assistants sociaux ou autres, du coup, interviennent du moment que tu accueilles un nouvel enfant, dès que, au-delà du coup, en dehors, on va dire, du délai de ces 10 ans? Alors, oui, elles peuvent venir. On peut les contacter en plus pour avoir des rendez-vous si on a besoin. Après, malheureusement, les PMI sont souvent surchargées, en sous-effectif, et elles ont peu de possibilités de venir de manière inopinée voir les assistants maternels. Et ça, c'est quand même, je trouve ça très embêtant parce que y a des situations qu'elle, du coup, ou peut-être qu'elle passe à côté. Et ça, c'est pas du tout pour taper sur la PMI parce que vraiment, en plus, j'ai des super relations avec toutes les référentes que j'ai eues. J'ai toujours eu des très bonnes relations. Mais il y a C'est un problème de temps et d'effectifs. Du coup, ils peuvent pas être partout, quoi. C'est ça. Et souvent, elle gère les assistantes maternelles, mais elle gère aussi tout ce qui va être famille et signalement, tout ce genre de choses. Donc, elles ont une très grosse charge de travail. Et donc, oui, on peut avoir, et on a un contact, on a une obligation de signaler les arrivées et les départs des enfants. Qu'on va avoir avec ce qu'on appelle une fiche navette où on indique notre planning sur la fiche d'arrivée et après quand on a un enfant qui part, on a une fiche de départ à remplir pour qu'elle sache en fait toujours le nombre d'enfants qui sont chez l'assistante maternelle. Voilà, mais on peut avoir un contact avec la PMI sans problème si on a besoin. En tout cas pour ma part, quand j'ai eu besoin, j'ai toujours eu quand même une écoute ou un entretien s'il y a eu besoin en urgence. Enfin voilà, j'ai toujours eu de super relations et ça c'est top. Donc après, je sais pas si c'est parce que la formatrice que j'ai eue en première partie, c'était une ancienne infirmière puéricultrice de PMI, donc elle était vraiment, elle nous avait vraiment un peu décrit le métier, et c'est vrai que j'avais une image un peu moins de police peut-être que certaines ont de la PMI, et plus un travail d'équipe qui est pas forcément évident à mettre en place parce que on n'a pas forcément la possibilité de les voir souvent, mais oui, il y a quand même un lien. Oui, c'est un rôle qui est complémentaire, effectivement. C'est bien de le préciser aussi que faut pas voir ça comme la police. C'est encore une fois des personnes supplémentaires qui sont garantes du cadre et de la sécurité, mais avec qui il faut collaborer du coup pour toujours dans un souci de bien-être in fine des enfants. C'est toujours le bien-être de l'enfant qui rentre en priorité. Si on a une visite surprise et que
on n'a pas fermé le tiroir correctement, des couteaux pointus. Alors oui, en fait, nous, on va se dire, ah, je suis désolée, c'est la première fois que j'oublie, mais elle, ça fait 50 tiroirs qu'elle voit ouverts. Donc, c'est un avertissement. Donc oui, c'est hyper frustrant parce qu'on se dit, j'aurais pu y penser, c'était un oubli, c'est une fois. Donc malheureusement, en fait, c'est tombé à ce moment-là. Mais voilà, à savoir que elle, ça fait, voilà, c'est la situation, elle l'a vue peut-être 50 fois dans le mois et c'est pas possible en fait. Et dans ces cas-là, donc c'est un avertissement, donc, mais quelque part, ça permet aussi à l'assistante maternelle, même si malheureusement c'était peut-être la seule fois où ça arrivé, bah, d'être encore plus attentive et de se dire, ben oui, en fait, bah, j'ai de la chance qu'il n'y ait pas eu d'accident non plus, mais malgré tout, ça aurait pu aussi arriver, voilà, que ça se termine mal, hein, finalement. Donc, C'est ça. Mais après, si, voilà, en fait, craindre la visite surprise de la PMI, en fait, c'est si on a peur que ça arrive, c'est parce que y a quelque chose qui va pas. ouais, c'est ça. On est tranquille dans notre pédagogie, dans notre fonctionnement et dans notre, enfin voilà, dans notre accueil et dans notre domicile, c'est qu'il y en a pas. Après, euh, quand on accueille chez soi et qu'il y a par exemple, il y a des pièces qui sont pas ouvertes à l'accueil, c'est des pièces qu'il faut qu'elles soient tenues fermées à clé. Donc, il y a une surveillance plus quand il y a des membres de la famille. Voilà, par exemple, là, le bureau, il est fermé à l'accueil. Quand j'ai mon mari, des fois, qui rentre, qui travaille dans son bureau, en fait, il faut qu'il s'enferme à clé. Il faut pas qu'il de fermer à clé. Pareil, la chambre de ma fille, elle n'est pas ouverte à l'accueil. C'est pareil, il faut qu'elle pense à fermer sa chambre à clé. Donc c'est toujours, il y a ce côté-là quand j'ai des membres de ma famille à la maison, il faut toujours que est-ce que c'est bien fermé. Oui, c'est ça. Donc ça te demande quand même une surveillance toi aussi supplémentaire parce que tu es garante en fait finalement de par ce rôle bah, de cet équilibre. On reviendra aussi sur cet équilibre vie pro, vie perso un peu après. Mais oui, toi du coup, tu es garante du cadre général finalement. C'est ça. C'est pas à eux d'y penser, c'est à moi en fait. Et ce qui est normal parce que c'est pas leur travail, c'est le mien. Mhm. Et donc toi aujourd'hui, Carla, donc tu accueilles quatre enfants si je me trompe pas, donc deux en adaptation. Alors, oui, donc là on est passé à 3. D'accord. Donc j'ai eu, alors il n'y a pas du tout, pas de malaise hein, sur la situation. Le petit dernier que j'ai eu en accueil, c'était un petit garçon de 19 mois. Et la situation, on va dire, elle n'était pas forcément la plus adéquate pour démarrer un accueil. Donc je suis déçue, pas déçue de la famille ou quoi que ce soit, parce que vraiment je suis déçue que ça n'ait pas fonctionné parce que j'appréciais énormément la maman. C'était vraiment, je trouvais ça vraiment chouette. Le petit garçon était vraiment adorable, mais c'était trop dur pour lui à ce moment-là. À savoir que c'était un accueil en fait pour que la maman puisse se décharger du temps. C'était pas une reprise professionnelle. Si c'était une reprise professionnelle, on aurait continué, mais vraiment ça avait impacté, l'accueil avait impacté l'enfant et c'était malgré toute la bienveillance que j'ai pu y mettre et tous les efforts que j'ai essayé de mettre en place pour que ça se passe bien, c'était pas possible. C'est un petit garçon qui il voulait pas enlever ses chaussures, il voulait garder sa veste, il prenait son petit lunch et il restait devant la porte à crier. Donc il y avait des moments où j'arrivais à le faire venir avec nous et essayer de l'inclure, mais ça durait quelques minutes. C'était vraiment c'était trop dur pour lui. C'était difficile pour la maman. Je voyais que ça la rendait très triste cette situation parce qu'elle l'avait mis en accueil pour qu'il puisse être avec d'autres enfants, pour qu'il puisse voir d'autres choses. Mais c'était trop difficile et ça a impacté le quotidien à la maison après. Chez eux, ça avait créé des angoisses de séparation qui l'avaient pas forcément. Et c'est pas le but en fait. J'ai pas vocation à traumatiser les enfants. Voilà, moi j'ai envie qu'ils se sentent bien. Donc, d'un commun accord, on a préféré mettre fin à l'accueil. Voilà. Donc là, je suis à 3. Donc Ok. une grande demoiselle, pas si grande, mais c'est la grande du groupe qui a 19 mois, que j'accueille depuis plus d'un an. Ensuite, j'ai un petit bonhomme qui a 14 mois, qui est pareil, que j'accueille depuis un an. Et ma petite dernière arrivée qui va sur ses 10 mois et qui est arrivée donc en septembre. Et ça se passe très bien. Et c'était une demoiselle qui avait vraiment beaucoup besoin des bras et d'accompagnement au sommeil. Et à force
d'accompagnement et de persévérance en douceur, on va dire. Elle est beaucoup plus, enfin c'est beaucoup plus facile pour elle maintenant d'être posée. Elle est rassurée, elle est plus, voilà, il y a pas de stress pour elle quand je sors de son champ de vision si elle me voit plus. Enfin, voilà, c'est même l'endormissement. On n'est pas sur un endormissement 100% autonome, mais elle va vers un endormissement la plupart du temps. Des fois elle s'endort seule, des fois elle s'endort avec moi à côté. Il n'y a plus besoin de bercement au début. Je l'endormais que dans le porte-bébé. Et elle passait toute sa sieste sur moi. Donc maintenant, elle s'endort pratiquement seule. En tout cas, plus de contact. Il n'y a plus aussi autant besoin de contact physique. Et il n'y a pas eu de pleurs, en fait. Il n'y a pas eu d'accompagnement. Enfin, il n'y a pas eu... Elle est partie... Enfin, j'ai réussi à mettre en place une autonomie au niveau du sommeil sans qu'il y ait de pleurs. Et voilà, il y a vraiment eu un travail d'accompagnement qui a été fait. Voilà, mais Vous vous êtes apprivoisés un peu l'une et l'autre parce que c'est vrai que pour elle, comme on le disait tout à l'heure, ça fait une nouvelle figure qui devient une figure d'attachement, mais pour qu'elle devienne une figure d'attachement, il faut qu'il y ait ce lien sur mesure qu'on a déjà évoqué et ce temps voilà, que tu as pu prendre à l'endormir effectivement au porte-bébé au départ pour qu'elle puisse se sentir en sécurité et par la suite voilà, l'accompagner voilà, pas à pas sur mesure finalement. Et effectivement, on est début octobre, en tout cas là, au moment où on enregistre ce podcast. Et voilà, un mois après, il y a déjà eu des progrès, mais qui se sont faits sans douleur, effectivement, et plutôt dans la douceur pour encore une fois aller à son rythme. tout à fait. Alors, il n'y a pas eu il y a pas eu de pleurs au niveau des séparations. C'était vraiment un accueil qui s'est fait facilement. Elle avait besoin de contact, elle avait besoin des bras. Mais sinon, en fait, enfin, en tout cas, j'arrivais à la rassurer. En tout cas, il n'y avait pas de pleurs dans les bras dès qu'elle était portée. Tout allait bien. Donc, en fait, elle arrivait déjà à compenser. En fait, on va dire parce qu'au début, c'est de la compensation. Hein. Je pense que quand on a été avec son parent, voilà, tout ce temps-là, on se satisfait de ce qu'on a. Donc voilà, au départ, il y avait de la compensation, et voilà, aujourd'hui, il y a vraiment un lien qui s'est créé. Ouais, qui s'est créé. Mais qui est super. Je pense que ça a été aussi plus facile peut-être parce que j'avais des accueils qui étaient plus anciens. Mes deux autres accueils, c'est vrai que c'est une histoire qui roule vraiment très très bien, et ils ont été hyper cool dans les adaptations que j'ai eues. Ça c'est super. Enfin, eux ils l'ont bien vécu, et c'est chouette aussi parce qu'il y a l'adaptation pour l'enfant, il y a l'adaptation pour le parent, pour l'assistante maternelle, mais aussi pour les accueillis sur place. Voilà, donc on est sur un bon mood là, c'est cool. Et comment tu prépares justement, toi peut-être en amont, comment voilà une adaptation, c'est donc du sur-mesure comme je le comprends, mais est-ce que tu as peut-être une méthode ou quelque chose que tu mets en place? Parce que avant l'accueil, il y a déjà effectivement les échanges que tu as eu avec les parents qui commencent peut-être même aussi pendant la grossesse et quand l'enfant n'est pas encore né. Comment ça se passe tout ça du coup? Il y a déjà les entretiens qui se font en amont du démarrage du contrat, et après en fait on va préparer l'adaptation. On va dire sur une adaptation idéale où tout se goupille parfaitement bien, donc on va commencer. En général, je fais sur une semaine. On prolonge sur 2 semaines si jamais c'est un peu plus compliqué. Mais donc on va dire voilà, sur l'adaptation type, je vais démarrer l'adaptation, on va faire 1 heure à mon domicile avec le parent. Donc on est ensemble pendant 1 heure où du coup j'interagis peu avec l'enfant, je le prends pas forcément, je parle, on parle avec le parent, on s'installe dans l'espace de jeu, et donc là voilà, ça va être une familiarisation plus qu'une adaptation même. C'est un moment où en fait l'enfant, pour être bien, il a besoin que son parent soit bien. Donc ça lui permet en fait de voir, aux parents ça lui permet de voir comment ça se passe sur le lieu d'accueil, avec moi, avec les autres enfants. Donc ça crée quand même comment dire, une ambiance de confiance, parce que ça permet de voir comment ça va se passer. Et voilà. Donc le lendemain, on repart sur un temps un peu plus long, en fait, où on va avoir
un petit moment avec le parent, mais ça va plus être un moment de transmission, d'échange entre nous. Donc il reste un petit peu, mais après tout dépend de comment ça s'est passé la veille. On va dire qu'on va partir sur 2 heures, donc on va faire maximum une demi-heure avec le parent et après sur 1 heure et demie avec moi seule avec l'enfant. Donc on voit comment ça se passe. À l'issue de ces 2 heures, le parent revient chercher son enfant. Et alors sachant que moi je travaille que sur 4 jours, donc je fais des adaptations sur 4 jours. Donc on repart sur après donc le jeudi, on va dire. Hein. Donc le jeudi, et là on part sur une demi-journée sans le parent, avec un temps de repas. Donc si c'est un tout petit qui a pas de rythme du tout, ou même que des fois il n'y a pas de repas, hein, c'est juste du repas, un repas lacté. On va donc en fait il va y avoir donner les biberons, le repas. Et après, donc, avant la sieste de l'après-midi, le parent revient chercher son enfant, donc, après le repas. Et le dernier jour d'adaptation, on va partir sur une journée entière, comme si c'était une journée type au contrat. Et puis voilà, donc si tout se passe bien, on continue comme ça. Si, admettons, la veille, ça avait été un peu plus compliqué, on prolonge un peu l'adaptation et on continue des demi-journées. Si évidemment, c'est possible pour le parent parce que des fois, il y a des accueils d'urgence, une reprise de travail anticipée, un mode de garde qui s'est pas bien passé et donc on est un peu obligé de faire ça à la dernière minute. Donc en fait, on va s'adapter un peu à l'enfant et aux parents. Donc on va dire que si le parent, c'est une adaptation classique, si on peut prolonger, on va prolonger s'il y a besoin. Donc c'est vraiment en fonction de l'enfant, en fonction du parent et voilà. On retrouve encore la notion là de sur-mesure avec voilà toute la bienveillance qu'on comprend depuis le départ aussi hein, dans ce métier-là, que ce soit encore une fois pour les parents comme pour les enfants. Tout à fait. Et si du coup on revient sur cette notion d'équilibre effectivement vie pro vie perso, donc je sais que tu n'aimes pas parler de journée type, mais voilà, est-ce que tu peux nous donner une idée peut-être des amplitudes, de voilà à quelle heure ça peut commencer ta journée, à quelle heure alors la journée, je dirais la journée de travail, c'est-à-dire à partir du moment où tu accueilles ton enfant, c'est le travail avec l'enfant, mais il y a aussi le travail en amont de préparation de l'environnement et comment voilà tu peux organiser justement ton espace entre la vie familiale, l'accueil des enfants. On l'a dit, il y a des espaces que tu fermes qui doivent être sécurisés effectivement parce que il y a pas d'accès aux enfants dans ces pièces-là. Mais voilà, je sais que chez toi, tu as aménagé un coin jeu. Ouais. Comment voilà, raconte-nous un petit peu tout ça. Alors moi, l'espace de jeu, il est dans mon salon parce que j'ai pas de pièce dédiée. Alors, on a fait construire notre maison, donc on aurait pu envisager de le faire, mais dans notre ancienne maison, j'avais un espace de jeu ouvert sur le salon et en fait, ça me convenait parfaitement. J'aime bien avoir tout au même endroit, en fait, que ça se passe là et avoir cet espace d'accueil dans mon lieu de vie me convient parfaitement. Je sais qu'il y en a qui apprécient pas et qui ont eu un besoin d'avoir un espace dédié et franchement c'est super parce qu'elles ont des fois pour certaines elles ont des endroits qui sont magnifiques et même moi j'ai envie d'être accueillie là-bas. Mais ouais voilà, j'aime bien avoir tout au même endroit, ça me plaît d'avoir cet environnement parce que c'est vrai qu'il y a le côté accueil familial qui me plaît vraiment beaucoup, c'est-à-dire que quand mes enfants rentrent de l'école, je trouve ça chouette qu'ils puissent être là, participer à mon accueil finalement, quand tout se passe bien, évidemment. Mais voilà pour le lieu d'accueil, on va dire où tout se joue, ça va être vraiment dans ma pièce de vie. Après, j'ai des espaces qui sont fermés à l'accueil. Il y a le garage qui donne il y a la porte qui donne dans mon lieu de vie, mais qui est donc fermé à clé. Le bureau, notre bureau, qui est pareil fermé à clé. Et après, il y a les espaces de sommeil où en fait j'ai 3 pièces qui sont dédiées au sommeil. Donc la chambre de ma fille qui est fermée à clé. Donc là, c'est une pièce qui est interdite complètement.
Après, donc, j'ai une chambre d'amis où il y a un lit qui reste, c'est un lit en bois classique qui est là en permanence. J'ai la possibilité de mettre un couchage dans la chambre de mon fils, et actuellement, c'est ce que je fais. J'ai donc la petite dernière qui dort dans la chambre de mon fils, où j'installe un lit en bois pliant. Et après, dans ma chambre, j'ai fait dormir les plus grands, où en fait, j'ai des couchettes qui sont là. Et en fait, on va dire que à part le lit en bois pliant, c'est la seule chose que j'ai besoin de mettre en place vraiment, parce que sinon tout reste pratiquement tel quel. Il y a des choses que je remballe le soir et que je remets le lendemain, mais voilà, il y a vraiment ce lit qui sort de sa chambre, hein, le soir, et sinon voilà l'espace de jeu qui est là en permanence. Alors à terme, peut-être que quand mes enfants ils seront plus grands, je ferai alors pas tout disparaître, parce que c'est pas du tout le but, c'est pas de devoir tout remettre en place chaque jour, mais de trouver des systèmes pour pouvoir camoufler un peu ça. Peut-être que quand ils auront 15 ans, j'aurai plus envie d'avoir une crèche dans mon salon. Mais pour l'instant, ça me convient, et j'aime bien ne pas avoir à tout remballer le soir. Oui, c'est ça. Et puis, on sent aussi que finalement, il y a un vrai équilibre du coup entre la partie, comme tu le dis, tes enfants rentrent de l'école, bah, ils sont dans l'espace de vie avec les enfants qui sont accueillis avec toi. Enfin, voilà, on sent vraiment que c'est l'esprit familial est là en fait, et on scinde pas, voilà, les accueillis entre guillemets d'un côté, tes enfants de l'autre. Voilà, tout le monde est là. Il y a des moments de partage aussi, ce qui est important peut-être aussi même pour les enfants accueillis parce qu'ils voient des enfants plus âgés avec ce rythme de l'école qu'ils vont connaître aussi par la suite. Donc c'est vraiment du partage qu'on ressent en fait à travers tout ce que tu dis là. C'est ça. Après, quand on a une pièce d'accueil dédiée, il peut y avoir ces moments aussi, parce que souvent les enfants des assistants, alors sauf quand ils sont vraiment très grands et que ça les intéresse pas du tout, mais souvent ils viennent dans l'espace d'accueil avec leur maman pour jouer avec les accueillis. Je pense que voilà, en échangeant avec certaines, je sais que c'est des moments qu'elles aiment bien aussi avoir aussi leurs propres enfants dans leurs espaces d'accueil. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté où ça empiète pas sur la vie personnelle, mais voilà, moi c'est pas ce qui m'attirait. Alors peut-être un jour, oui, j'en aurais envie, mais là pour l'instant non. J'aime bien avoir que ça se passe dans mon espace de vie. Ok. Et du coup, sur les journées, ça peut faire des grosses amplitudes là quand même quand tu commences le matin et quand tu finis le soir? Alors oui, moi c'est aussi pour ça que je travaille pas le mercredi, mais j'ai quand même une amplitude horaire assez importante. Je commence à 7h15 tous les matins, et je peux finir jusqu'à 19h30 le soir. Donc pour un contrat en particulier, je peux finir à 19h30. Alors c'est pas tous les soirs de la semaine, mais ça peut arriver 4 soirs dans le mois où je finis à 19h30. Mais en fait, après en moyenne, je fais 7h15, 17h45. Voilà, donc c'est quand même une belle amplitude. C'est pour ça que je compense aussi par le mercredi, histoire de pouvoir un peu me reposer, on va dire, entre guillemets, parce que il y a quand même mes enfants, mais j'ai pas de charge professionnelle. J'ai que ma charge familiale, et ça c'est quand même appréciable, parce que ça me permet de couper un petit peu, et de pouvoir accueillir de manière plus tranquille et plus sereine. Et le fait justement de ne pas travailler le mercredi, je sais que tu en as aussi parlé dans un de tes posts, mais est-ce que ben voilà, ça peut être un frein pour des parents du coup de pouvoir mettre leur enfant en garde? Est-ce qu'il y a beaucoup de parents qui recherchent aussi peut-être un accueil plus flexible comme ça parce que eux-mêmes ne travaillent pas le mercredi? Alors oui, moi dans mon secteur, il y a quand même beaucoup de demandes de gens qui ne travaillent pas le mercredi, et qui du coup cherchent des contrats sur 4 jours. Je sais que j'ai des collègues qui veulent pas travailler sur 4 jours, parce que forcément il y a une perte de salaire, parce qu'il y a quand même un jour d'accueil en moins, et c'est donc ou même des fois j'ai des contrats où j'accueille que sur 3 jours. Donc je prends des plus petits contrats la plupart du temps, pour pouvoir en fait ne pas travailler le mercredi. Je pense que c'est assez complémentaire avec d'autres personnes sur le secteur qui du coup elles travaillent sur 4 jours, sur 5 jours pardon, et donc moi qui va du coup compenser prendre ces petits contrats qui les intéressent pas, parce que
c'est moins intéressant pour elle, ce que je comprends, c'est pas du tout une critique, bien au contraire. Heureusement qu'il y en a qui travaillent sur 5 jours, sinon ce serait bien compliqué, mais ça a pu être un frein pour certaines familles. Là, il y a pas longtemps, j'ai été contactée par un couple qui cherchait pour un 5 jours semaine. Bon, bah du coup, moi, c'était pas possible parce que le mercredi, c'était pas possible, et donc ils sont allés vers une collègue, et bon, bah, ils ont trouvé quelqu'un, ça s'est très bien passé, ils ont trouvé quelqu'un qui leur correspond, et c'est super. Donc oui, j'ai eu des refus par rapport à ça. Et d'autres opportunités, et en fait, finalement, ouais. Donc ça s'équilibre plutôt bien, même aussi à ce niveau-là, en fonction des différentes assistantes maternelles sur le bassin, finalement. Oui, chaque parent peut trouver son équilibre, et chaque assistant maternel aussi. Mais c'est bien, en tout cas, par contre, d'avoir aussi su voilà, poser son cadre aussi et ses propres limites en se disant, bah voilà, moi j'ai besoin d'un jour dans la semaine, donc le mercredi pour en l'occurrence être aussi avec tes enfants, mais pour garder aussi un accueil qualitatif sur les autres jours avec les enfants et avoir cette soupape, parce que voilà, les amplitudes sont quand même effectivement assez denses, et comme on le dit, ouais, enfin, tu as la responsabilité effectivement d'enfants qui ne sont pas les tiens, avec voilà, toute la charge que ça implique au niveau même charge mentale. Donc c'est important de savoir équilibrer aussi ouais, l'organisation, et savoir recharger ses propres batteries pour pouvoir être à disposition aussi des enfants toute la journée, hein. C'est ça, parce qu'on fait, voilà, en fait, on fait pas du gardiennage, parce que j'ai eu effectivement des reproches de certaines personnes sur les réseaux sociaux qui me disaient, oui, voilà, ces assistantes maternelles qui veulent pas travailler le mercredi. Gna, gna, gna. Donc, alors, j'ai pas des horaires de bureau, hein. En plus, je fais pas 9h, 17h le reste de la semaine, hein. Je travaille, j'ai quand même, voilà, une grosse amplitude horaire, avec une très, très grosse responsabilité. Moi, je m'envoie pas des fleurs, pas du tout, mais en fait, avoir la responsabilité d'enfants qui ne sont pas les nôtres, c'est juste la plus grosse responsabilité qui puisse Eh exister. oui. Il n'y a pas plus important, sauf peut-être de voir si on peut appuyer sur le bouton rouge de la bombe atomique, mais voilà, il y a d'autres peut être plus important, en fait. Tout passe au second plan après les enfants, en fait. Les enfants, c'est juste la priorité, et on peut pas en fait lésiner sur la qualité de l'accueil. Donc voilà, moi j'avais besoin de cette journée pour pouvoir accueillir correctement et rester toujours professionnelle, bienveillante, et une vraie professionnelle, en fait. Donc voilà, mais c'est mon besoin personnel, c'est pas une vérité, c'est pas parce que ça me convient à moi que ça va convenir à d'autres. Il y a d'autres personnes qui ont pas besoin de ça, et si on n'a pas la possibilité, bon, bah, peut-être que voilà, il y a des endroits où vraiment les demandes sont pas les mêmes, et du coup elles ont pas cette possibilité-là ni cette chance. Mais voilà, pour moi, c'est ce qui me va, et c'est ce qui me permet d'avoir une aussi grosse amplitude horaire le reste de la semaine. Voilà. Mais c'est bien, voilà, d'avoir aussi réussi effectivement à trouver ta propre vérité. On peut peut-être retrouver des injonctions de la société à ce niveau-là aussi, et comme tu le dis, avec les remarques que tu as pu avoir sur les réseaux. Mais quelque part, ben, aujourd'hui, c'est ce qui fait que toi, dans ta manière d'accueillir, c'est effectivement le meilleur modèle pour être qualitative, aussi bien professionnellement que personnellement aussi, parce qu'il y a aussi une autre vie à côté avec tes enfants, ta famille. Et voilà, pour rester aussi la même Carla joyeuse à longueur de temps, il faut garder cet équilibre qui est, comme tu le dis très bien, le tien, mais pas forcément la vérité pour d'autres personnes qui retrouvent un autre équilibre autrement. Tout à fait. Et donc du coup, toi, avant effectivement d'être toi-même assistante maternelle, donc tu nous as expliqué que tu as eu effectivement une première vie professionnelle, et que tu as toi aussi du coup connu ce rôle de parent employeur, donc ce qui a aussi engendré chez toi cette envie d'aller vers ce métier. Qu'est-ce que cette relation en tant que cette fois-ci parent employeur a pu t'apprendre en fait sur la relation parent-assistant maternel? Ah, mais tout. J'étais complètement perdue, en fait. Moi, j'ai tapé sur internet assistante maternelle, et je suis tombée sur un site d'annonces. J'ai fait une annonce, on m'a répondu, mais je n'y connaissais rien. D'ailleurs, je savais même pas que je serais employeur. Je savais pas du tout. Je pensais que la personne était à son compte, et que bon, bah, j'allais la rémunérer, et voilà, quoi. Mais que c'était presque une prestation de service. C'est ce qu'on
sur les réseaux sociaux des fois que c'était une prestation de service, mais c'était aussi ma façon de voir les choses avant. Donc quand j'ai signé le contrat et que j'ai eu certaines notions qu'elle m'a apportées, je me suis rendu compte ah ouais mais en fait c'est moi l'employeur, mais qu'est-ce que je dois faire? Faut que je fasse une demande de numéro, alors c'est le numéro page emploi pour pouvoir bénéficier du complément de mode de garde. Il y avait toute une démarche à faire que j'imaginais même pas. Et alors moi en plus c'était un petit contrat que j'avais, on avait un certain nombre d'heures par semaine et j'avais pas d'obligation horaire. Du coup des fois mais ça c'est quelque chose que je savais pas parce que je venais de faire du milieu de la crèche, et la crèche où j'étais en fait on payait les heures effectives. On arrivait, c'était pas vraiment à la carte, mais on avait un créneau horaire sur lequel on arrivait. Et en fait, par exemple, on avait 5 heures dans la journée, on venait déposer notre enfant à telle heure et on revenait 5 heures après. Voilà. Donc moi, dans ma tête, j'étais sur ce schéma-là. Donc des fois, je lui envoyais un message pour lui dire que j'arriverais un peu plus tard. Et je pensais venir me chercher mon enfant, du coup, le nombre d'heures prévues après. Mais pas du tout, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais ça, je savais pas. Et en fait, comme je m'étais pas vraiment renseignée, et c'est une grosse erreur parce que finalement j'aurais dû moi en tant qu'employeur me renseigner, parce que c'est quand même à l'employeur de savoir comment ça se passe quand il emploie quelqu'un. Du coup elle m'a dit mais non en fait c'est pas comme ça, tu rattrapes pas les heures, on a des heures prévues au contrat, t'arrives à 9h et tu reviens chercher ta fille à midi, ça veut dire que tu pars à midi. En fait, c'est pas que tu arrives à midi, voilà. Et donc là je l'ai vu, mais c'est alors c'est pas du tout une critique, mais c'est vrai que si on nous le dit pas, on peut pas le savoir. Mais c'est pas non plus à l'assistant maternel de normalement éduquer l'employeur. Malheureusement, c'est l'employeur, c'est un peu le parent employeur, c'est un peu ambivalent parce que on est employeur, mais on reste un particulier, donc il y a des choses qu'on sait pas. Donc vraiment, je pense que quand on veut employer une assistante maternelle, le premier truc à faire, c'est de lire le référentiel. Voilà. Et après, déjà pour voir un petit peu comment ça se passe, de lire le référentiel des assistants maternels, au moins déjà ça apporte une base. Il n'est pas non plus énorme, il n'y a pas 600 pages à lire. Hein. Donc c'est une ressource qui se trouve en ligne, ça du coup? Oui. Référentiel d'assistante maternelle, et on l'a, c'est pratiquement le premier lien, je crois. Donc ça se trouve assez facilement. C'est pas non plus c'est pas insurmontable comme chose à faire. Donc vraiment, je pense que mais c'est pareil, si on nous l'a pas dit, on peut pas le savoir. C'est un peu compliqué parce que c'est vrai que ces sites d'annonces, ils sont super, mais ça, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être mis sur les annonces justement quand on cherche une assistante maternelle. Ces sites privés qui peuvent nous mettre en lien, c'est quelque chose qui pourrait être mis, les démarches qu'on doit faire en tant que parent employeur, et de mettre même en première intention avant de créer l'annonce, qui est cette petite ressource qui nous remet un peu les pendules à l'heure en tant que parent employeur. Donc voilà, donc en tant que parent employeur, on a vraiment une responsabilité envers notre salarié, et c'est des choses que au départ on ne sait pas. Voilà. Donc on peut le savoir pendant l'entretien, l'assistante maternelle nous aiguille un petit peu. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne maintenant. J'essaye de donner les informations pendant les entretiens, et d'essayer de diriger les gens pour qu'ils puissent avoir toutes les bonnes ressources pour être de bons employeurs. Non, mais c'est ça. Mais c'est vrai que du coup, oui, je suis là où oui, je comprends ce que tu dis, c'est que les parents arrivent dans l'inconnu et finalement attendent effectivement de l'assistante maternelle qu'elle explique ces choses-là. Alors que oui, c'est pas le rôle au départ. Donc vous, par la force des choses, vous expliquez le fonctionnement, mais voilà, je pense qu'il manque effectivement une étape pour que les parents prennent conscience, déjà que c'est un rôle d'employeur, qu'il y a un contrat de travail, qu'il y a des fiches de paye, enfin il y a tout un tas de choses qui vont aussi leur incomber en fait. Puis oui, avec un cadre, le référentiel en l'occurrence, vois-tu. C'était inconnu pour moi là aussi, donc c'est bien qu'on en ait parlé parce que ça peut être l'occasion aussi aux personnes qui nous écoutent d'avoir cette première démarche aussi pour comprendre un peu plus le rôle de l'assistant maternel et eux leur rôle en tant que parents employeurs. Et donc là, tu abordais aussi justement cette notion des horaires, et on en avait échangé aussi toutes les deux.
Je pense important qu'on puisse revenir sur ce point-là parce que peut-être qu'en tant que parent, donc au-delà du fait qu'effectivement, selon le mode d'accueil qu'on a pu connaître avant, on peut s'imaginer qu'on peut, voilà, on a effectivement une plage horaire. Voilà, on peut emmener son enfant entre, même si voilà, on se dit ça va être vers 9 heures, ben on a entre 8 heures et 10 heures par exemple pour le déposer. Oui, ensuite il y a 5 heures de garde et on le récupère. Il y a cette notion-là. Mais on a aussi effectivement la notion de se dire, bah voilà, même pour les parents qui ont compris ça, parfois on peut se dire, bah voilà, là ce soir je vais terminer plus tôt, je vais aller chercher mon enfant plus tôt. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour toi du coup si un parent arrive plus tôt ou plus tard du coup, mais sans te prévenir? Alors en fait, s'il arrive plus tôt, ça va dépendre du temps qu'il arrive plus tôt. S'il arrive 5 minutes avant, disons que c'est pas vraiment dramatique. Ça va pas chambouler toute l'organisation parce que le soir, 5 minutes avant, je vais pas m'engager sur une activité. Mais s'il arrive une demi-heure, 1 heure avant, si j'étais en train de mettre en place une activité avec les enfants, une activité peinture ou toute autre activité, cantine, quelque chose, l'enfant est préparé à ce moment, il est content de partir dans cette activité. Si son parent arrive à ce moment-là et que bah, du coup ça sonne l'heure de départ, bah, ça peut créer une grosse frustration pour l'enfant. Ça peut être difficile bah, du coup de partir sereinement et d'avoir après en plus un échange agréable avec le parent sur la transmission de la journée. C'est pas cool pour l'enfant, c'est pas cool pour moi qui était en train de mettre cette activité en place, parce que s'il faut, c'est peut-être même le seul enfant qui est capable de le faire. Finalement, c'est le plus grand. Donc il y a quelque chose enfin ça peut vraiment chambouler la journée. Le retard du soir, bah du coup si c'est le dernier accueilli, bah ça impacte ma fin de journée. Si j'ai un rendez-vous, j'ai pas à justifier ce que je fais en dehors de mes horaires auprès de mon parent employeur en lui disant faut arriver à l'heure parce que j'ai tel rendez-vous. Ou si j'ai mes enfants qui sont au périscolaire, bah du coup si j'arrive plus tard, bah là je vais payer plus de périscolaire, donc ça engage des frais financiers supplémentaires qui n'étaient pas forcément prévus parce que bah, moi je réserve un créneau pour le périscolaire et si je suis en retard forcément, bah, je passe sur un autre créneau et je paye plus. Donc il y a ce côté où ça impacte personnellement la personne qui va garder son enfant, mais comme dans tout mode de garde finalement, parce que bah il y a certaines crèches où bah là on badge quand on accueille, donc c'est pareil, on n'a pas à venir avant ou après pour récupérer son enfant. Si on veut venir le chercher avant, c'est bien de prévenir l'assistant maternel pour qu'il puisse s'organiser. Pour qu'on puisse s'organiser pour le départ de l'enfant, de le préparer, parce que bah, des fois il y a des séparations qui sont plus difficiles, des fois les enfants ne veulent pas partir, et parce que bah, ils sont en train de faire quelque chose et que pour eux c'était pas la fin de l'activité, ou même si c'est des fois simplement du jeu libre, des fois on n'a pas envie, voilà, tout simplement de passer. Enfin, les transitions des fois sont difficiles. Si c'est des arrivées anticipées le matin, bah en fait le matin des fois, bah, si c'est même si c'est 5 minutes avant, je peux être en train de faire tout et n'importe quoi en fait, de préparer mes enfants avant l'école, de me brosser les dents. Enfin voilà, je suis pas disposée pour accueillir à ce moment-là. Mon heure de départ, c'est l'heure prévue au contrat. Donc c'est ça que les parents doivent aussi intégrer. Si on parle du coup voilà, d'amener effectivement son enfant à 1 heure ou de le récupérer à telle heure, c'est vraiment d'inclure en fait le temps d'habillage, de passation, comme tu dis, avec la transmission de oui, fin de journée, ou le matin aussi, pour savoir voilà, comment l'enfant a dormi ou comment il va. C'est de se dire, voilà, si je mets mon enfant en garde à 9 heures, ça veut dire que j'arrive à 9 heures chez l'assistant oui, maternel pour qu'ensuite il y ait toute cette passation. Si je veux par c'est contre être ça. partie à 9 heures, ben, je dis par contre que voilà, c'est 8h45 par exemple, l'arrivée pour avoir ce quart d'heure en fait d'accueil. Et pareil pour la fin de journée. C'est Si ça. on sait qu'on arrivera à 17 heures au domicile, ben, on met un quart d'heure de plus en fait pour que toi tu saches que la personne ne quittera ton domicile qu'à 17h15 finalement. Tout à fait. Voilà. En fait, l'heure d'arrivée au contrat, c'est l'heure d'arrivée, et l'heure de départ, c'est l'heure où on a quitté le Quitte, voilà. domicile de l'assistante maternelle. Voilà, tout Mais simplement. ça, c'est Après, bien de le préciser aussi parce que voilà, c'est encore une fois pour éclairer aussi la vision de personnes qui ne connaîtraient pas ce fonctionnement-là ou qui auraient été habituées à un fonctionnement autre avec oui des crèches ou un autre fonctionnement. Et tout à fait. sur une personne du coup qui aussi viendrait récupérer son enfant un peu plus tôt, il y a l'impact pour l'enfant en lui-même du coup qui est concerné par ce départ anticipé.
mais on avait aussi évoqué ensemble l'impact que ça peut avoir sur d'autres enfants finalement. Voilà, si le parent vient récupérer un plus grand alors qu'un plus petit, pour lui c'était le moment où tu allais t'organiser pour une mise en sieste par exemple, ça Oui. peut impacter clairement aussi l'équilibre des autres enfants qui sont sur place, hein, et le tien. Tout à fait, voilà. Bon, alors, en plein milieu de l'après-midi, c'est quand même assez rare, mais du coup, oui, ça peut être. Ça va plus être une arrivée anticipée dans ces moments-là qui impacte un peu le rythme. Mais si par exemple c'est le deuxième accueilli qui arrive et qu'il arrive 15 minutes avant et que moi je m'étais dit, bah, ce laps de temps, c'est le petit timing que je vais avoir pour pouvoir coucher un plus petit qui a encore besoin de temps de sieste le matin ou l'heure d'un biberon, bah, enfin si j'ai un bébé dans les bras en train de lui donner un biberon, je peux pas aller ouvrir la porte en fait. Donc ça impacte aussi voilà ça peut impacter aussi les autres enfants. Donc quand on a en fait alors c'est pas aussi millimétré, c'est pas structuré comme ça, mais disons que voilà, on voit l'heure, on se dit ah tiens, je peux faire ça. C'est pas encore l'heure qu'il arrive, je peux anticiper et mettre ça en place. Mais du coup, si la personne arrive avant, ça coince et ça fait que ça peut chambouler un peu le rythme. Alors bon, c'est pas des situations non plus dramatiques, mais ça peut être compliqué du coup en termes d'organisation. Le mieux, c'est juste Voilà. voilà, que le parent prévienne en fait tout simplement. Oui, Comme ça, toi, voilà. t'as l'info et t'organises juste en fait l'environnement global pour l'enfant concerné et pour les autres enfants, pour que tout soit plus fluide en fait. C'est juste ça, Oui, hein. voilà. Ça, la dernière fois, j'ai eu un parent qui avait qui avait un rendez-vous plus tôt le matin, donc il m'a demandé s'il pouvait me laisser son enfant plus tôt. Donc voilà, c'était établi, je savais qu'il allait arriver à ce moment-là, et donc j'étais prête à ce moment-là, tout simplement. Oui, c'est une histoire de communication. Voilà, c'est ça. Et comment justement tu construis cette relation de confiance avec les familles? Voilà, quelles sont peut-être les clés d'une bonne communication parent-assistant maternel dès le départ? Peut-être qu'il y a parfois, voilà, comme ben, un sujet là qu'on vient effectivement d'évoquer. Voilà, comment toi t'établis cette communication claire? Est-ce qu'il y a un cadre que tu poses dès le départ? Voilà, comment tu crées cette relation? Alors, je pense que déjà, en fait, de mettre les choses à plat directement en entretien, d'apprendre à vraiment dire les choses sans être c'est comme ça, pas autrement. Voilà, c'est juste d'expliquer le cadre parce que bah, souvent, ils le connaissent pas. Surtout si c'est un premier enfant, si c'est des personnes qui ont déjà employé une assistante maternelle, peut-être qu'ils savent déjà comment ça fonctionne. Mais des fois, il y a plusieurs années d'écart entre les deux enfants et on oublie. Et donc, je pense que voilà, de mettre vraiment un cadre directement en entretien, c'est vraiment essentiel. Je pense que d'avoir aussi un projet d'accueil. Aussi, c'est un document qu'on va faire nous sur nos principes, sur notre fonctionnement et sur tout ce qu'on attend des parents employeurs ou de ce que eux ils peuvent attendre de nous. Donc c'est un document qu'on peut remettre aussi avant un entretien. Ça permet aussi de délaguer un peu certaines choses et de voir si ça peut leur correspondre ou pas. Donc ça, c'est des choses qu'on peut intégrer au projet d'accueil, ce qui fait qu'il y a en fait un truc un peu informel peut-être qu'on donne qui impacte moins et qui fait moins déjà qui professionnalise complètement et qui structure les choses et qui du coup n'engage pas directement en fait en face à face et fait peut-être moins c'est pas accusateur, c'est pas le terme que je veux employer, qui fait peut-être moins injonctif de dire bon bah l'heure c'est l'heure, le départ c'est le départ. Enfin voilà, ça crée en fait voilà un cadre et ça permet en fait de se décharger de certaines choses et eux ça leur fait une trame papier sur le mode d'accueil. Et mais après voilà quand même de communiquer pendant l'entretien, de dire ce qu'on attend du parent employeur et vraiment d'être clair parce que des fois peut-être qu'on a l'impression de vouloir transmettre quelque chose mais que c'est pas bien intégré, donc de reformuler, enfin de reverbaliser avec eux ce qu'ils ont vraiment compris aussi. Ça c'est important parce que des fois on est tellement content d'avoir trouvé notre mode de garde, on se dit ah ça y est c'est bon, c'est fait, ça y est hop on peut le cocher sur le papier, c'est fini, que on oublie certaines choses, donc de reverbaliser avec le parent employeur ça peut être bien.
Et puis au moment de la signature du contrat, de revoir vraiment tous les points et de dire bon bah là voilà là, votre besoin en termes d'heures d'amplitude horaire, est-ce que c'est bien ça? Est-ce que ça vous convient? Est-ce que ce sera correct pour vous pour arriver à l'heure au travail, ou est-ce que vous avez besoin d'arriver avant, ou voilà d'avoir plus de temps d'accueil le soir, enfin voilà, pour être confortable, vous dire que si vous êtes coincé sur la route, vous n'avez pas la pression d'être voilà d'arriver plus tard. Enfin, donc c'est des choses qu'on peut reverbaliser, et vraiment aussi de voir les attentes qu'ils ont eux, que ce soit pas des choses en fait infaisables en fait, quelque chose qui voilà de vraiment voir les attentes des gens, qui puissent les exprimer, et de leur expliquer ce que nous on est capable d'apporter et de ce qu'on est capable de faire pour eux et pour leurs enfants. Voilà. Ok. Et du coup, donc autour en fait de vous, les assistantes maternelles, donc on a vu que voilà, gravitent différents professionnels. On a parlé des PMI, on a parlé d'assistantes sociales, on a parlé d'infirmières puéricultrices, mais il y a aussi le relais petite enfance. Alors du Oui. coup, voilà, peut-être que ça peut aider aussi certaines personnes qui nous écouteraient, qui connaîtraient pas ce qu'est le relais petite enfance. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est, à quoi ça sert pour les assistants maternels, mais aussi peut-être pour les parents? Pour les parents, oui, aussi. Alors, tout en sachant que ce que je dis, c'est que théorique, parce que je n'ai pas de relais petite enfance où je peux me rendre. J'ai jamais eu possibilité d'y accéder. Alors, je peux les contacter si j'ai besoin, mais je peux pas m'y rendre, moi, en tant qu'assistante maternelle, pour faire des activités sur place ou autre. Alors, le relais petite enfance, c'est un lieu qui est, alors, qui est dirigé. Ça dépend de la CAF. Et ça dépend des endroits. Ça peut être, je crois que ça peut être un éducateur de jeunes enfants, ça peut être une infirmière puéricultrice, mais l'intitulé du diplôme exact, je sais pas je suis pas certaine de ce qu'elles ont à 100%. Enfin, en général, c'est des femmes, hein, donc c'est vrai que je parle beaucoup au féminin, mais voilà, pour une fois, on va dire que c'est le féminin qui prime. Donc voilà. Alors pour les parents, c'est un lieu où en fait on va pouvoir en fait voir les différents modes de garde qui sont possibles. On va pouvoir échanger avec une personne qui va être formée pour nous expliquer justement les différents type d'accueil, nous diriger vers les assistantes maternelles disponibles de notre secteur, nous expliquer en fait une partie administrative, en fait tout ce qui va être contrat, tout ce qui est en fait aussi ce qui nous impacte en tant que parents employeurs, et ils peuvent nous diriger vers ça. Mais c'est pareil, il y a pas d'information là-dessus. Enfin, quand on tape sur Internet, on va pas forcément savoir qu'il faut se diriger vers le RPE pour avoir toutes ces informations-là. C'est aussi, alors dans certains secteurs, les RPE, ils font des rassemblements pour les parents. Donc on peut se retrouver en tant que parent sur place pour rencontrer d'autres familles, que les enfants puissent se rencontrer ensemble. Ils font des conférences, ils peuvent organiser voilà des conférences où les parents employeurs peuvent avoir accès. Dans d'autres endroits, il y a aussi pour les parents, il y a des LAEP, des lieux d'accueil enfants-parents. C'est pareil, c'est dirigé, c'est aussi géré par la CAF, mais là c'est vraiment donc axé pour les parents, et ça c'est super. Je me permets d'en parler parce que c'est vraiment des lieux qui sont géniaux, parce que on a les accueillants qui sont là pour nous aider, et nous des fois quand on est dépassé par certaines situations, qui peuvent nous accompagner. Ça permet aussi de décharger un petit peu et d'avoir nos enfants qui qui peuvent jouer dans un espace sécurisé avec d'autres adultes. Ça crée en fait un petit lien social sans forcément que ce soit un mode de garde. Voilà, parce que on reste avec son enfant sur place, mais il y a d'autres intervenants qui peuvent intervenir avec notre enfant, et ça c'est avec notre enfant, et ça c'est génial. Donc là voilà, c'était pour la partie parents employeurs. Et donc certains RPE font aussi l'AEP. Donc ça c'est chouette. Et après donc pour les parents, je pense que c'est à peu près. Par contre, pour les parents, c'est une ressource justement qu'ils peuvent mobiliser pour avoir toutes les informations dont on parlait tout à l'heure. Prendre contact avec un relais, déjà, ça ouvre finalement la possibilité d'être accompagné sur le contrat, d'avoir peut-être toutes les informations qui sont si compliquées à connaître. Ça peut être une première étape. Tout à fait. Et ça complètement, mais c'est pareil, il faut avoir l'information quelque part que c'est là-bas qu'il faut se rendre, parce que le RPE, enfin, on ne parle pas du RPE à tous les coins de rue, donc
c'est vrai que c'est pareil. Si on tape liste des assistantes maternelles, c'est un peu compliqué d'avoir les adresses, les numéros. C'est pas forcément hyper évident. Je trouve l'accès déjà à cette information qui va nous fournir les informations, c'est déjà un parcours du combattant presque. Donc voilà, mais c'est complètement un lieu de ressources pour le parent employeur et ça c'est super parce que souvent en fait c'est là où on va pouvoir trouver toutes les infos qui vont nous aiguiller pour déterminer le mode de garde qui nous correspond et aussi les modes de garde disponibles parce que voilà comme on disait des fois on n'a pas le choix parce qu'en fonction du secteur où on est des fois il y a pas de crèche, des fois il y a pas d'assistante maternelle, des fois il y a pas de MAM, ça dépend vraiment du secteur et de ce qu'on peut avoir et donc là on va avoir donc un peu cet élagage avec le RPE qui va pouvoir nous fournir les infos. Donc voilà, et après pour les assistantes maternelles, c'est vraiment en fait ça peut être un lieu de ressources parce que c'est un endroit qui va organiser des formations, qui va organiser des conférences, des rassemblements entre assistantes maternelles. Donc en fait ça dépend aussi du RPE, donc il y a vraiment des RPE qui fonctionnent différemment, mais il y en a qui vont organiser des ateliers de motricité, des ateliers musique, des ateliers pâtisserie. Enfin voilà, il y a vraiment des petites activités qui sont mises en place ou juste en fait un moment d'échange entre assistantes maternelles et du coup un moment où les enfants ils peuvent être ensemble. Donc jouer entre accueillis, c'est super parce que ça leur fait voir aussi d'autres enfants et pas que les enfants qui sont avec eux en accueil parce que c'est chouette aussi de voir ça et puis d'interagir avec d'autres adultes parce que mine de rien de voir d'autres adultes autour d'eux, ça peut être c'est chouette parce que ça permet aussi de voir qu'il y a d'autres figures disponibles qui peuvent être aussi des fois une ressource parce que on crée des liens aussi des fois avec les enfants de nos collègues et c'est chouette. Des fois c'est des enfants aussi qui vont se retrouver dans la même école et ça leur permet d'avoir des visages connus quand ils vont rentrer à l'école et ça c'est pas une mince affaire cette histoire. C'est vrai. Donc, et toi, tu voilà. disais justement qu'il n'y a pas de relais à proximité, donc on en trouve finalement pas sur il y en a pas sur tous les territoires. Alors non, il n'y en a pas sur tous les territoires. Alors je crois que c'est obligatoire maintenant sur toutes les communes de plus de 10 000 habitants. Si je dis pas de bêtises, bon après le temps que ça se mette en place aussi, c'est pas forcément évident. Mais alors moi il y en a un dans mon secteur, mais j'y ai pas accès parce que c'est uniquement pour les assistantes maternelles de la commune, parce que c'est une commune où il y a énormément d'assistantes maternelles et ils peuvent pas déjà accueillir toutes les assistantes maternelles. Je crois qu'elles ont droit qu'à un jour par semaine où elles s'inscrivent, où elles peuvent s'y rendre. Donc, et ça tourne en plus en fonction des activités. Donc déjà, elles ont du mal à organiser juste pour les assistantes maternelles de la commune. Donc effectivement, elles peuvent pas accueillir sur les autres communes. Mais donc, en fait, on va un peu se débrouiller par nos propres moyens. Si on a la chance d'avoir une association sur la commune ou sur les communes alentours aussi. C'est chouette, on peut se retrouver comme ça. Donc moi, je suis inscrite dans une association avec d'autres collègues où on se retrouve, par exemple, pour faire des activités thématiques où où on a un intervenant qui vient faire de la musique. Ça, c'est vraiment chouette. Des fois, on met des activités motricité en place. Donc voilà. Donc après... moi, je suis plus une personne du dehors. J'aime bien me retrouver à l'extérieur avec les enfants. Donc, c'est un peu un lieu de repli quand il pleut ou s'il y a une activité thématique qui va vraiment être mise en place où je vais me rendre. Mais sinon, on est un groupe de collègues où on se retrouve vraiment régulièrement. Et oui, où vraiment on est sur la même longueur d'onde. C'est des personnes à qui j'aurais laissé mes enfants. Voilà, c'est vraiment, je me retrouve vraiment là-dedans. Puis là, récemment, j'ai une amie très proche qui a fait une reconversion et qui est devenue assistante maternelle et qui est dans notre groupe de collègues. Et c'est vraiment chouette parce que on est sur on a des mêmes valeurs. Bon, il y a des choses où on n'est pas forcément d'accord sur tout, mais voilà, déjà il y a une confiance et je me dis si c'est des gens à qui j'aurais pu confier mes enfants, c'est des gens avec qui je peux être Oui, en c'est ça. harmonie et Il y a un vrai partage de valeurs et ce que tu disais tout à l'heure, c'est que voilà, c'est un métier où tu es seul finalement, que voilà, parfois tu as une problématique et bon, en tout cas sur le moment, voilà, tu dois la résoudre seul, mais d'avoir en fait ce groupe
et cette force parce que vous partagez encore une fois les mêmes valeurs. Comme tu dis, vous n'êtes pas d'accord forcément sur tout, mais c'est ce qui fait aussi la force. Mais voilà, tu as aussi des ressources finalement pour des fois te dire, bah tiens, j'ai rencontré cette difficulté avec tel enfant. Peut-être que voilà, entre vous, vous pouvez vous partager aussi des retours d'expérience et en fait, ça ajoute quand même du collectif dans l'individuel, effectivement, qui est ton métier au quotidien. Parce que, comme tu le dis, tu parles beaucoup plus avec des bébés ou des enfants qu'avec les adultes. Mais voilà, en tout cas, ça ramène quand même une notion de collectif aussi, de partage, et avec voilà, la possibilité de se dire, bah voilà, mes réussites, peut-être voilà, les difficultés que j'ai rencontrées, et partager tout ça entre vous. Tout à fait. Eh bien, écoute, je te remercie, Carla. Si, pour terminer, j'aurais peut-être du coup deux petites questions à te poser pour conclure. Peut-être une focus sur les parents et ensuite peut-être une pour les personnes qui deviendraient du coup par la suite assistants maternels. Quels conseils pourrais-tu donner donc premièrement à des parents qui pourraient voilà hésiter aujourd'hui entre plusieurs modes de garde? Quel serait voilà peut-être le seul message que tu pourrais leur transmettre comme mot de fin? Bah, déjà de voir ce qui leur correspond en termes de mode de garde, de mode d'accueil, vraiment en fait, ce dont ils ont envie pour leurs enfants, et ce qui correspond aussi à leur enfant. Bon, alors si on est enceinte, évidemment, bon, bah, c'est un peu plus compliqué à définir, mais si on a notre enfant qui est né et on voit comment il se comporte, si c'est un enfant qui se régule facilement, peut-être que bah, la collectivité, ça peut être super. Si c'est un enfant qui a besoin de beaucoup plus de comment dire d'attention et d'exclusivité, peut-être qu'un mode d'accueil individuel ça peut être vraiment super aussi, enfin, beaucoup plus adapté pour lui, et de pas hésiter en fait à rencontrer différentes personnes, donc différents interlocuteurs en fait, de se rendre dans un RPE et de voir avec le professionnel qui gère le lieu, et de pas hésiter à rencontrer des assistantes maternelles. Je pense qu'il faut vraiment avoir une confiance absolue dans la personne qui va garder notre enfant. On peut pas laisser notre enfant avec la boule au ventre en train de se dire oh là là mon Dieu comment ça va se passer. C'est pas possible. Il faut avoir confiance en la personne et évidemment on a des appréhensions à laisser son enfant, c'est normal, mais il faut se dire que enfin il faut avoir confiance et se dire que la personne elle va être là pour prendre soin de lui. Si on a des doutes, c'est pas possible. Voilà, vraiment de pas hésiter à rencontrer du monde. Et si sur notre secteur d'habitation, c'est limité en termes de mode de garde, peut-être de voir sur le secteur de travail d'un des deux parents. Ça peut être aussi une solution. Alors des fois, ça fait faire un peu de route, mais peut-être que des fois, ça élargit les possibilités et de voir peut-être qu'il y a des professionnels qui peuvent être adaptés à nos besoins. Donc, de pas forcément se concentrer que sur notre lieu d'habitation. Ok, Voilà. merci. Et peut-être maintenant, du coup, le conseil que tu pourrais donner à voilà une personne qui pourrait envisager de se reconvertir ou tout simplement voilà de débuter sa carrière en tant qu'assistante maternelle. Alors, un conseil qui pouvait pas exister à l'époque où j'ai fait ma formation, c'est de lire le référentiel Petite Enfance qui est sorti il y a peu de temps et qui est mais génial parce que vraiment il place enfin il recentre en fait vraiment un cadre bienveillant autour de l'enfant et je le trouve vraiment super bien fait. Il est chouette parce que ça donne plein de clés, plein de ressources en tant que professionnel et vraiment voilà de lire le référentiel petite enfance et de lire le référentiel des assistantes maternelles aussi parce que c'est hyper important de l'avoir lu, pas hésiter à se former hors de la formation initiale, parce qu'en fait, on a le droit, après, bon, c'est quand on est assistante maternelle, mais on a le droit à 58 heures de formation par an, et ça, c'est juste génial de pouvoir avoir cet accès-là. Et à quelqu'un qui veut démarrer dans le métier, de vraiment réfléchir à ce qu'il veut mettre en place et à comment est-ce qu'il veut accueillir dans son domicile. Vraiment penser les espaces et comment en fait il va pouvoir expliquer à la PMI comment ça va se passer parce que les infirmières puéricultrices ou les assistantes sociales qui vont venir sur place, elles ont envie de voir que c'est qu'on a vraiment réfléchi à notre projet professionnel et pas juste voilà qu'on sait pas trop quoi faire et que voilà c'est vraiment de vraiment réfléchir à son accueil et de comment est-ce qu'on veut le mettre en place. Ok. Voilà. Merci Carla pour ton témoignage, pour ta douceur et la passion que tu mets dans ton métier.
Si cet épisode vous a permis de mieux comprendre le rôle des assistants maternels, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à des parents, à des proches ou même à des professionnels de la petite enfance. Et pour aller plus loin, sachez que les informations données par Carla concernent sa région et que les démarches peuvent varier selon les territoires. Pour connaître les règles applicables chez vous, vous pouvez contacter le relais petite enfance de votre secteur ou consulter le site monenfant.fr qui recense les différents modes de garde et accompagne les parents dans leur démarche. Merci d'avoir écouté Mercredi. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Parce qu'il faut un village pour élever un enfant et que les assistants maternels en font souvent partie avec cœur et dévouement.